En septembre 2009, j'ai pris ma retraite, et comme on le fait souvent dans ce cas-là, à la fin août 2009, ma femme et moi, nous avons organisé une fête. On a invité la famille, les amis pour célébrer cette entrée en retraite. Et en faisant du ménage dans mon courrier, j'ai trouvé la lettre que j'avais envoyée début septembre pour remercier les participants à cette fête. Chère famille et amis, quelle belle fête nous venons de passer ensemble. Françoise et moi avons été magnifiquement gâtés par votre présence chaleureuse. Quel bonheur dans le repas partagé sur la place de l'église, avec en apothéose les chœurs ligures auxquels tout le village a participé. Merci pour les cadeaux dont vous nous avez comblés. Merci pour la pendule en cristal de baccarat, avec la carte qui l'accompagnait. Le temps se savoure quand vient l'évidence de sa brièveté. Merci pour un bon, pour une croisière en Méditerranée avec le journal La Croix sur les pas de Saint-Paul. Françoise a été particulièrement sensible à l'abonnement à Grande Galerie, le mensuel de la Réunion des musées nationaux, et au magnifique manuel de création d'un jardin de plantes médicinales. En créant et entretenant ce jardin dans notre rocaille, nous pourrons méditer les vers de Paul Fort mis en exergue de l'ouvrage. La vie simple, aux travaux ennuyeux et faciles, est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. Et je vais m'attaquer sans plus tarder à la réalisation de la grande tapisserie intitulée « Soleil sur l'échafaudage », librement inspirée d'un motif de Fernand Léger. Les heures, les jours, les mois, librement choisis que je vais égrener à passer nouer des fils de laine pour élever ce véritable monument à la gloire des travailleurs qui illuminera notre salon. Ces prochaines années de travail choisi seront le pied de nez au travail contraint dont je suis désormais libéré. Avec toute mon affection et mon amitié, Bernard. C'est du lard ou du cochon? À vos réactions, comment c'est pas crédible, un militant communiste qui se fait faire une tapisserie soleil sur l'échafaudage sur un dessin de Fernand Léger? C'est pas crédible, des cathos de gauche qui se font offrir une croisière sur les pas de Saint-Paul en Méditerranée? C'est pas crédible, le psychiatre qui a passé toute sa vie professionnelle à se battre contre la médecine organiciste et qui reçoit un manuel pour créer un jardin de plantes médicinales. Bon, vous avez raison, la fête a bien eu lieu, mais on n'a pas eu ces cadeaux de merde et j'ai pas envoyé cette lettre à la croix. Sauf que c'est un condensé de tous les idées reçues sur la retraite. Un temps finalement de confier à des activités en marge, du bénévolat, cultiver un jardin simple, pourquoi faire du vélo, et où cette marginalisation dans un bénévolat qui nous situe à côté finalement de la responsabilité économique est exaltée. On est invité à faire la fête. Et c'est cette exaltation du bénévolat que je voudrais interroger. Cette irresponsabilité économique dans laquelle sont les retraités, qui sont loués pour leur utilité sociale, mais niés comme producteurs, un peu comme le sont les femmes dans la seconde journée, loués pour leur utilité sociale, mais niés comme productrices. Donc plus je suis retraité, plus je suis féministe. Là, ça interroge, y compris les retraités, sur la signification de leur pension. Parce que les femmes, pour la grande journée, seront payées après tout. Pourquoi les hommes qui sont dans la même situation, ou les femmes retraitées,
utile mais pas productif. Pourquoi ont-ils une pension? Ont-elles une pension? Je suis souvent dans le train, j'écoutais comme cette conversation dans un truc à quatre. Il y avait un couple donc de retraités manifestement et arrive à un arrêt du train un homme d'une trentaine d'années qui entre en relation avec ce couple. Il s'adresse à l'homme dans cette interaction-là, les femmes ça compte pas, hein, et il lui dit: ah voilà, vous êtes, ça y est, vous êtes libéré, vous avez fait votre temps. Ouf. Et le retraité répond: et ma pension, je l'ai payée. Je voudrais vous proposer un slogan de manif. La retraite, c'est pas la charité, les retraités ont cotisé. Quel est d'après vous le bon pourcentage dans la proposition suivante, la part des pensions calculées sans tenir compte des cotisations? En France, hein, les pensions, c'est 325 milliards. Bien, c'est 75%. Sur les 320 milliards de pensions, 240 sont calculés sans tenir aucun compte des cotisations des intéressés. Donc le slogan « La retraite, c'est pas de la charité, les retraités ont cotisé », c'est de la merde. Non seulement c'est de la merde, mais c'est extrêmement dangereux, parce que ça donne évidemment raison à Macron quand il dit c'est normal que les retraités aient une pension en fonction de leur cotisation. Vous voyez, le j'ai cotisé, j'ai droit, qui est hélas très souvent invoqué. Je vais vous inviter ce soir à vous en débarrasser définitivement. N'espérez pas lutter contre la proposition qui consiste à fonder les pensions sur les cotisations si vous adhérez, ne serait-ce que du bout des lèvres, à la thèse de la solidarité intergénérationnelle. La solidarité intergénérationnelle, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. Les retraités ont cotisé, ils ont mis au pot commun, ils n'ont pas dépensé tout leur salaire, ils ont mis une partie de leur salaire au pot commun, ils ont été solidaires, voilà, c'est normal qu'ils récupèrent, lorsqu'ils sont retraités, à travers les cotisations des actifs, la solidarité dont ils ont fait preuve. J'ai cotisé, j'ai droit. Oui à la solidarité intergénérationnelle. Tout ça, il va falloir absolument foutre ça au panier. Si nous voulons sortir de la définition capitaliste de la retraite. Un petit moment pédagogique dans une conférence gesticulée, d'accord? Il y a, vous voyez, avec une proposition qui est barrée, une autre qui ne l'est pas. Ne confondons pas une proposition qui est juste, les cotisations, d'accord, financent les pensions. De manière générale, ce sont des cotisations qui financent les pensions. Et une proposition qui est fausse, les cotisations servent à calculer les pensions. Ça, c'est faux. Ce n'est pas les cotisations versées par chacun qui décident de leur montant. Pas du tout. C'est pas comme ça que le régime des retraites en France a été construit. Autre façon encore de dire les choses, la pension de retraite, ça n'est pas du revenu différé. La classe dirigeante, quand elle est hégémonique, le dit Gramsci, c'est-à-dire quand elle fait adhérer ceux qu'elle domine à son récit du réel. Revenons à 2009. Je pars en retraite avec 100% de mon meilleur salaire net. Pourquoi? Et je touche toujours 100% de mon meilleur salaire net. Et ce qui est bon pour moi est bon pour tout le monde. Je milite pour que chacun ait
en retraite 100% de son meilleur salaire net. Pourquoi ça? Parce que je suis fonctionnaire, j'ai été contractuel pendant 13 ans, de 1971 à 1984, et que lorsque j'ai été titularisé, par une réduction de mon salaire sur une quinzaine, vingtaine d'années, je ne sais plus, j'ai transformé en année pension civile, en année service public, en année fonctionnaire, fonction publique, mes 13 années de contractuel. Je signale d'ailleurs à tous ceux qui sont contractuels dans le service public, lorsqu'ils deviennent titulaires, il faut tout de suite qu'ils s'assurent que leurs années contractuelles seront transformées en années de service public. Et donc du coup, j'ai une carrière complète. Lorsque je prends ma retraite, j'ai une carrière complète de fonction publique. Et la carrière complète de fonction publique, c'est 75% du dernier salaire brut. Mais, cadeau de gauche, 5 enfants. Les 3 premiers, 10% de plus. Donc 75% plus 10. Chacun des enfants supplémentaires, 5% de plus. Alors ceux qui font leurs calculs, c'est pas la peine d'aller au-delà de 5, d'accord? C'est plus rentable au-delà, parce qu'on ne peut pas avoir une pension supérieure à son meilleur salaire. C'est pas possible, donc arrêtez-vous à 5, ça suffira. Et donc, on part avec 100% de son meilleur salaire, par définition, puisque dans la fonction publique, le dernier, c'est le meilleur. Alors d'où ça vient, ça? Alors même que je n'ai jamais cotisé. Sauf quand j'étais contractuel. Un fonctionnaire d'État ne cotise pas. Il n'y a pas de caisse. On chercherait en vain une caisse de retraite. Alors, il y a une fiction qui figure sur la feuille de paie, qui est retenue pour pension civile. C'est une fiction dans la mesure où il y a, dans le pur jeu d'écriture, il n'y a aucun flux monétaire qui irait d'un lieu, je ne sais pas quoi, le trésorier payeur général, à un autre, qui serait la caisse de retraite des fonctionnaires. Ça n'existe pas dans la fonction publique d'État. Je ne parle pas de la CNRACL pour la territoriale ou l'hospitalière. Donc, je n'ai jamais cotisé et j'ai 100% de mon meilleur salaire. Pourquoi? Parce que, et c'est là qu'arrivent les galons, ça va? Ceux qui n'avaient pas dit, vu que c'était des galons, je le dis, c'est explicite, d'accord? Un fonctionnaire est payé pour son grade et non pas pour son poste. Le cœur de la fonction publique, c'est ça qui définit le fonctionnaire, c'est que le salaire est attaché à sa personne. Il est titulaire de son salaire parce qu'il est titulaire de son grade et que le grade désigne la qualification et qu'à la qualification, comme dans le privé, correspond un niveau de salaire. Fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire, ni à la hausse ni à la baisse, puisque ce n'est pas son poste qui est le support de sa qualification. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage chez les fonctionnaires, parce que ce n'est pas le poste qui est payé, c'est la personne, à travers son grade. D'où ça vient, cela? Ça vient d'une fort mauvaise raison. C'est la conquête de l'Algérie. C'est pour ça aussi que c'est un vocabulaire militaire. Lorsque donc, sous Louis-Philippe, dans les années 30, 1830, commence à se constituer l'empire colonial, il faut que le politique ait la main sur les officiers de marine. Un empire colonial, à l'époque, ça se construit par la marine. Or, les officiers de marine, comme tous les officiers, sont propriétaires de leur poste. C'est un reliquat d'Ancien Régime où ils étaient propriétaires de leur régiment. Et donc, le politique ne peut pas dire aux militaires, tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là, pour opérer la conquête de l'empire colonial. Et Louis-Philippe va donc énoncer cette loi de 1834 qui dit que les officiers de marine ne sont titulaires que de leur grade. Et ça va être le génie du mouvement organisé des fonctionnaires que de transformer ce « ne que » en une très importante victoire. Être titulaire de son grade, ça veut dire qu'on est titulaire de son salaire. Et c'est d'ailleurs la condition pour que les officiers acceptent
de perdre la propriété de leur poste et d'être envoyés à l'état-major, à Bordeaux, sur un bateau, comme mécanicien ou comme responsable, je ne sais pas quoi, des affaires de commerce, je ne sais pas quoi, bon, qu'importe. Il aura toujours le même salaire lié à son grade, qui exprime la qualification, c'est-à-dire la contribution à la production de valeur économique de la personne. Il ne faut pas confondre ça avec la certification qui est son diplôme, ça, on y reviendra. Le salaire est un attribut de la personne du fonctionnaire. Et c'est pourquoi, en 1853, lorsque était dictée la loi sur la pension des fonctionnaires, eh bien, cette pension, ça va être la poursuite du meilleur salaire, du dernier salaire. Parce que le grade ne s'éteint pas avec la fin du service. Un capitaine reste capitaine jusqu'à sa mort, un prof certifié jusqu'à sa mort, un ouvrier d'État est ouvrier d'État jusqu'à sa mort, etc. Il n'y a pas de perte du grade liée à la fin du service, puisque le grade est lié à la personne et non pas au poste. En 1853, se met en place un régime de retraite, enfin de pension civile, comme on dit à l'époque, qui poursuit le meilleur traitement, en moyenne des 6 dernières années. À l'époque, il n'y a pas d'inflation, et puis l'inflation venant, ce sera des 6 derniers mois, pour qu'il n'y ait pas d'effet de l'inflation sur le niveau des pensions. Et ça, c'est au cours du XXe siècle, on a passé les 6 dernières années aux 6 derniers mois, la loi de 1948, qui règle de façon toujours d'actualité la pension des fonctionnaires, donc assure la poursuite à vie du salaire les 6 derniers mois. Et en 1946, les ministres communistes présents furtivement au gouvernement, ils vont être présents pendant 1 an au gouvernement, les ministres communistes, Maurice Thorez à la fonction publique, qui met en place, qui fait voter en octobre 1946 la loi sur le statut des fonctionnaires, qui inclut tout ce que je viens de dire, Marcel Paul, qui, comme ministre de la production industrielle, nationalise EDF-GDF et met en place en juin 1946 le statut des électriciens et gaziers, et Ambroise Croizat, qui, comme ministre communiste du Travail, met en place le régime général, vont chacun, dans leurs compétences, mettre en place des règlements de retraite qui font que la retraite, c'est la poursuite du meilleur salaire. Dans le statut d'EDF-GDF, Marcel Paul appelle même salaire d'inactivité de service la pension, et c'est la poursuite du meilleur salaire jusqu'à la mort. Et Ambroise Croizat transpose dans le privé le régime des fonctionnaires, lui aussi, de façon moins ferme s'agissant du salaire direct, là ça reste de l'ordre des conventions collectives, mais s'agissant de la pension ne tient aucun compte des cotisations, nullement aucun. La pension est calculée selon 2 critères importants. Un salaire de référence, qui est censé être le meilleur salaire. Alors, ce sera le salaire des 10 dernières années dans l'état où est le dispositif en 1946, mais dans l'esprit de Croizat, il s'agit que ça devienne progressivement le salaire des 6 meilleurs mois, bien sûr, puisqu'il veut aligner le régime des salariés du privé sur celui des fonctionnaires. Et la dernière victoire qui sera obtenue, ce sera en 1972 le salaire des 10 meilleures années, puisque les dernières années dans le privé ne sont pas forcément les meilleures. Et deuxième critère pour calculer la pension, en dehors du salaire de référence, le nombre de trimestres validés, et les trimestres sont validés sans tenir aucun compte des cotisations. Un trimestre est validé dès lors que, c'est la situation actuelle, dès lors que 150 heures de SMIC, je vais y arriver, ont été perçues. Et toute personne qui a perçu 600 heures de SMIC valide une année. 150 heures de SMIC valide un trimestre. Qui eut cotisation ou pas, c'est pas le problème. Les communistes ont veillé à ce que
la retraite, ce ne soit pas la contrepartie des cotisations. La retraite, ce n'est donc pas du revenu différé, c'est du salaire continué. Voilà. Les communistes, en 1946, proclament le droit au salaire des retraités. Les retraités sont des travailleurs qui ont droit au salaire. Ce ne sont pas d'anciens travailleurs qui ont droit au différé de leur cotisation. À la niche, Macron. Qu'est-ce que tu m'apportes? Ah, mes points de pension. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des points de pension et de ce panier? Là, nous sommes dans la réponse patronale, dès 1947, aux initiatives communistes. Le patronat ne décolère pas de cette affirmation que les retraités sont des travailleurs et qu'on peut toucher son salaire sans avoir à le quémander auprès d'un employeur. Ça, ils ne peuvent pas le supporter. Que ne soit plus sur nos vies l'épée de Damoclès du chantage à l'emploi. Et que nous puissions être titulaires de notre salaire. C'est ça la retraite, telle que Croizat l'a construit par transposition de la retraite de la fonction publique. Lorsque je suis en retraite, à un certain âge, je n'ai plus besoin d'aller quémander ma reconnaissance comme producteur auprès d'un employeur. Je suis considéré comme producteur et à ce titre, j'ai à vie un salaire qui est un attribut de ma personne. Contre cela, que va faire le patronat? Là, il faut reprendre l'histoire des pensions dans son autre volet, contraire de celui que je viens de dérouler, qui est aujourd'hui largement majoritaire. Cette initiative communiste de 1946 est toujours extrêmement présente, explique 75% de nos pensions. Là, nous sommes en 1850, et la Seconde République crée, dans une loi de 1850, donc, la Caisse nationale des retraites auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui est la Caisse des caisses d'épargne. Et cette loi dispose que toute personne qui crée un livret d'épargne en vue de la retraite dans une caisse d'épargne est assurée d'un rendement égal à celui des bons du Trésor, très important, donc c'est dans une période qui ne connaît aucune inflation, l'inflation va apparaître avec la Première Guerre mondiale, un rendement de 5% des sommes épargnées. C'est facultatif, chacun peut ouvrir un compte épargne, retraite, dans une caisse d'épargne, et il est sûr qu'il aura un rendement de 5%. Malgré tout, ça échoue. Rebelote en 1910, avec la retraite ouvrière et paysanne, qui la rend obligatoire, une double cotisation, patronale et salariale, à des comptes individuels d'épargne retraite. La CGT fait une campagne considérable contre. Cette épargne retraite ne se traduit en pension qu'à partir de 65 ans, ce qui est un âge très au-delà d'espérance de vie ouvrière à l'époque. La retraite, c'est la retraite des morts, va dire la CGT, non à l'obligation de cotiser à la retraite des morts. Et puis, le patronat n'est pas enthousiaste non plus, et donc la conjonction de ces oppositions fait que la Cour de cassation, saisie par toute une procédure de jurisprudence dès l'énoncé de la loi en 1910, déclare en 1911 le régime facultatif. Donc c'est foutu. En rebelote, le Parlement revient dès 1919 sur cette affaire, cette fois-ci de façon assez habile, en mettant dans le même paquet une cotisation impopulaire, la cotisation en vue de la retraite, qui est extrêmement impopulaire, et une cotisation qui, elle, est très populaire, la cotisation santé, la cotisation maladie, parce que les travailleurs savent combien un accident de santé peut complètement dévaster leur existence.
Et ce sont les assurances sociales, il faudra quand même 10 ans de bataille législative, qui en 1928 et en 1930, dans un deuxième vote, deviennent obligatoires en mêlant santé et vieillesse avec une partie de la cotisation qui va à des comptes d'épargne en vue de la retraite. Nous restons en capitalisation. Ce dispositif obligatoire est supprimé par Vichy en 1941. En 1941, à partir de 1941, toutes les cotisations des assurances sociales qui vont au compte individuel d'épargne retraite sont affectées directement en répartition à une allocation des vieux travailleurs salariés. Les comptes épargne retraite sont gelés et avec l'inflation, ils ne vaudront plus rien très rapidement. Pourquoi est-ce que nous avons ces échecs successifs de ces lois sur l'épargne retraite? Parce que l'épargne ne peut en aucun cas fonder un régime de retraite. Et d'ailleurs, le patronat se gardera bien de préconiser, en réponse aux initiatives communistes de 1946, le retour à la situation d'avant 1941. Pourquoi est-ce que un régime de retraite ne peut pas du tout se faire en capitalisation? Pour deux raisons. Et qu'aucun pays au monde ne le fait. Hein. Dans aucun pays au monde, c'est la capitalisation qui finance les retraites. C'est pour ça que quand on manifeste en disant « défense de la répartition, non à la capitalisation », on ferait mieux de rester chez soi, ça ne sert à rien. On combat un adversaire imaginaire. Pourquoi est-ce que donc la capitalisation n'est pratiquée nulle part? Le seul pays dans lequel moins de la moitié au demeurant des pensions sont financées en capitalisation, c'est la Suisse. C'est la Suisse, d'accord. Et donc, si vous prenez l'Union européenne, c'est 90-10. 90% répartition, 10% capitalisation. Si vous prenez les USA sont les inventeurs de la retraite par répartition. C'est le mot social security, d'ailleurs, a été copié de l'américain. Quand on dit sécurité sociale, on reprend une initiative proprement US. C'est le Social Security Act de Roosevelt en 1935 qui crée un régime de retraite en répartition aux USA. C'est l'an 1, je dirais, des régimes de retraite en répartition à travers le monde. Les deux raisons qui font que la retraite ne se joue pas du tout en capitalisation et qu'il faut arrêter de se battre contre un ennemi imaginaire, c'est d'une part que pour que le rendement des cotisations, puisque les cotisations c'est pas les cotisations qui financent les pensions, d'accord? Les cotisations sont placées et c'est le rendement des placements qui finance les pensions. Bien, pour que le rendement des cotisations placées arrive au même niveau que les cotisations elles-mêmes, il faut 40 ans. Il faut que le régime arrive à maturité, comme on dit. Donc, par exemple, le régime de 1930, il aurait fallu attendre 1970 pour qu'il y ait les premières pensions un peu significatives. Les travailleurs ne peuvent pas attendre 40 ans, c'est pas possible. Et Vichy, d'ailleurs, constate cet échec et dès 1941 dit stop, arrête. La deuxième raison qui fait que le régime en capitalisation n'a pas de sens en matière de pension, c'est que les pensions qui vont être touchées seront évidemment en fonction du cours des titres au moment où on liquide sa pension, puisque la pension elle est financée par le rendement de titres. Si vous prenez votre pension en 2007, vous pouvez vous torcher avec votre pension, d'accord? Donc la pension est en capitalisation, c'est la roulette russe, c'est un truc qui ne peut pas du tout amener aucune paix sociale. Et donc la réponse patronale, qui ne tarde pas, puisqu'elle arrive dès 1947, la réponse patronale aux initiatives communistes qui proclament les retraités sont des travailleurs qui ont droit au salaire, la réponse patronale qui dit les retraités ne sont pas des travailleurs, les retraités sont des hommes ou des femmes utiles mais non productifs, qui ont droit de récupérer lorsqu'ils sont actifs, lorsqu'ils sont retraités, pardon, ce qu'ils ont mis au pot commun, la solidarité dont ils ont fait preuve lorsqu'ils étaient actifs. Ça, c'est le discours patronal par excellence. Le problème, c'est que c'est le nôtre, d'accord? Donc ne soyons pas surpris d'être battus. Quand on se bat sur le terrain de l'adversaire, on est condamné à la défaite. C'est pour ça que j'espère que ce soir, ça va vous vacciner définitivement contre ce genre de conneries, d'accord? C'est jamais. La réponse patronale va pouvoir s'appuyer
s'appuyait sur une défaite de la CGT en août 1945. La première assemblée législative élue, elle est en novembre 1945. Mais depuis le gouvernement provisoire d'Alger, jusqu'en novembre 1945, c'est une assemblée consultative qui, disons, discute l'élaboration des lois et des ordonnances. Et pour préparer les ordonnances d'octobre 1945 sur la création du régime général de sécurité sociale, il y a un débat en août 1945 où la CGT est battue sur de nombreux points, et entre autres sur la suppression du plafond. Les assurances sociales de 1930 n'étaient obligatoires que pour les salariés dont le salaire était inférieur à un plafond d'affiliation. Au-delà de ce plafond d'affiliation, c'est-à-dire pour les employés supérieurs, les ingénieurs, etc., qu'on appelait les collaborateurs, pour les collaborateurs, il y avait une couverture sociale en matière de santé et de vieillesse, mais sous forme de contrats d'assurance groupe. Les entreprises passaient des contrats d'assurance avec des assureurs, des assurances groupes, sur l'ensemble de leurs salariés, au-delà de là, dont les salaires étaient supérieurs au plafond d'affiliation aux assurances sociales. Le régime général, tel que le prévoit les ordonnances de 1945, supprime le plafond d'affiliation, donc les collaborateurs entrent dans le régime, sauf qu'on ne peut plus les appeler collaborateurs en 1945. Donc, vous avez une effervescence sémantique qui va chercher, d'ailleurs, dans le vocabulaire militaire, de quoi remplacer le mot collaborateur, qui est réapparu depuis. On va commencer par les salariés des cadres, puis c'est un peu long, ça va être les cadres. La France est le seul pays dans lequel on décide, par un mot spécifique, de toutes les autres langues du monde, c'est ingénieur ou employé supérieur, etc. En France, nous avons les cadres, on entre dans le régime général, mais, et c'est là que la CGT a été battue, le plafond d'affiliation est transformé en plafond de cotisation, qui existe toujours. On cotise au régime général que pour la partie de son salaire inférieure à un plafond. Au-delà, on ne cotise pas, mais il n'y aura pas non plus de prestations. Vous voyez qu'en matière de pension, ça ouvre un espace pour un régime complémentaire. C'est ce que veut éviter la CGT, précisément. Le patronat va s'engouffrer en 1947, donc la réponse patronale, elle arrive tout de suite, mars 1947. Il s'engouffre dans cet espace-là pour créer, en direction des cadres, l'AGIRC, l'Association générale des institutions de retraite des cadres. L'AGIRC qui repose sur la solidarité intergénérationnelle. Le j'ai cotisé, j'ai droit. Et on va mesurer les cotisations par des points. Les points traduisent le montant des cotisations. On achète des points, puis ensuite, il y a une valeur de service du point. On convertit tous les points accumulés en euros, enfin en francs à l'époque, pour avoir le montant de la pension. Les conflits internes à la CGT, cela dit, à ce propos, au propos du régime général, de la suppression du plafond, sont considérables. Et en particulier, les socialistes vont se battre contre l'existence du régime général. Et comme ils sont battus dans la CGT, puisque la CGT soutient le régime général, ils vont la quitter. Et ils organisent la scission de Force ouvrière en 1947. Et puis de la FEM. Les enseignants sortent massivement du régime général et de la CGT, sortent de refusent d'entrer dans le régime général, d'une part, pour leur pension, et puis quittent la CGT pour faire la FEN. D'une façon générale, toutes les fédérations tenues par les socialistes quittent la CGT en 1947-1948. Et Force ouvrière va être l'interlocuteur patronal. Vous savez que c'est l'interlocuteur patronal jusqu'en 1992. Depuis 1992, c'est la CFDT qui est l'interlocuteur patronal. Va être l'interlocuteur patronal qui va, avec les patrons, à partir des années 50, étendre à tous les salariés du privé l'existence d'un régime complémentaire. Contre la CGT, qui continue à se battre pour la suppression du plafond. Et ce sera l'ARCO, Association des régimes de retraite complémentaires, qui naît dans les années 50 et qui est légiférée en 1961. Et les 85 milliards, vous voyez, qui restent sur les 325 milliards, il y en a 240 qui sont, selon la logique du droit au salaire,
Eh bien, les 85 milliards qui restent, qui sont, selon la logique, j'ai cotisé, j'ai droit, et qui vont servir de tremplin pour la réforme Macron, nous le devons à Force ouvrière. Nous le devons aux socialistes, nous le devons au patronat. Et c'est donc pour l'essentiel l'Agirc Arrco qui explique le panier de Macron, d'accord, mais aussi, et récemment, depuis 2006, les professions libérales ont également adopté ce dispositif. Quel est l'enjeu de classe? Pourquoi est-ce qu'il y a un tel acharnement patronal? Pourquoi est-ce que la CFDT, qui est aujourd'hui l'interlocuteur qui a succédé à FO, est un soutien assidu à une réforme qu'elle a demandée, c'est-à-dire de généraliser le système à points? Quel est l'enjeu de classe entre le droit au salaire des retraités et le droit au différé de leur cotisation? La classe, c'est est-ce que je vous épargnerai la suite. Il faut faire une conférence et gesticuler, d'accord? L'enjeu, c'est est-ce que je suis, comme dit Marx, un individu libre sur le marché? Libre, ça veut dire à poil, d'accord? Est-ce que je suis un individu à poil sur le marché, c'est-à-dire non reconnu comme producteur en tant que personne? Ma personne, elle est à poil. Il faut que j'aille quémander à un employeur le fait d'être reconnu comme producteur, mais je suis à poil, mais avec mon panier. Et dans mon panier, il n'y a pas que les points retraite. Parce que la CFDT, chaque fois qu'elle rencontre le MEDEF, vous avez vu, elle négocie un compte personnel supplémentaire. Alors, il y a aussi des points formation. Il y a des points pénibilité. Il y a des points jour. Voilà. Tout ça a été rassemblé par Hollande. C'est toujours un socialiste dans le coup. Tout ça a été rassemblé par Hollande dans le compte personnel d'activité, avec des droits fongibles. Si Macron réussit, le plus gros de ce compte, ça va être le compte retraite. Chacun va pouvoir consulter son panier en permanence. On est assez con pour aller sur notre smartphone, voir où en est mon compte, d'accord? J'ai 52 000 points. Ah, mais attendez, je pourrais convertir 8 points formation en 2 jours de retraite en plus. Oui, on va être là, chacun va être là, à bichonner son compte, puis à faire ses calculs. Mais il reste à poil, hein, d'accord? Il a un panier, nom de Dieu! Vous voyez, c'est une question anthropologique, d'accord? Est-ce que ma personne est niée comme productrice, mais j'ai un panier de consolation, d'accord? Ou est-ce que je suis habillé d'une qualification? Est-ce que ma personne est enrichie d'un droit économique à caractère politique, c'est-à-dire qui ne peut pas lui être enlevé, qui ne dépend pas du bon vouloir du marché? Je ne suis pas un individu libre sur le marché, je suis revêtu de la qualification. L'enjeu, est-ce que c'est palier ou piano? Est-ce que je suis au piano? Est-ce que je suis un irresponsable économique consolé par un panier, ou est-ce que je conquiers la responsabilité sur le travail? Est-ce que je mène une lutte de classe pour ôter le monopole du travail à la bourgeoisie, pour que ce soit nous qui décidions au travail? C'est un enjeu décisif. Et si la classe dirigeante est tellement déterminée à supprimer le salaire à la qualification personnelle, c'est parce qu'il y a cet enjeu. Est-ce que nous allons être des individus à poil, avec l'épée de Damoclès du chantage à notre performance sur le marché du travail, ou comme travailleurs indépendants sur le marché des biens et services, mais avec la consolation du panier? Ou est-ce que nous sommes revêtus de droits économiques attachés à notre personne, et en particulier le droit à la qualification et donc
un droit politique au salaire qui fait qu'une fois que nous avons un niveau de salaire, il ne peut plus nous être enlevé, il est définitif. Et que nous pouvons monter en qualification par des épreuves et n'être jamais étranger au travail. Voilà l'enjeu de classe, voilà l'enjeu de la prochaine bataille sur les retraites. Si nous ne l'amenons pas à ce niveau anthropologique, nous perdrons. C'est pour ça que je suis un tout petit peu insistant. Petit moment pédagogique, conférence gesticulée, petit moment pédagogique. Alors, essayez de lire, hein, je ne dis pas que c'est... Alors, vous voyez, vous avez la rémunération, elle est à la fois directe et socialisée. Hein. Par exemple, quelqu'un qui, direct, c'est-à-dire le salaire que l'on touche directement de son employeur. Donc, quelqu'un qui est, par exemple, aujourd'hui à 2000 € de salaire direct, par ailleurs, il y a 1700 € de cotisation. Son salaire total, c'est 3700 €. 2000 de rémunération directe, 1700 de rémunération socialisée. La socialisation, elle peut être en capitalisation ou en répartition. En capitalisation, ça va être l'actionnariat ouvrier, ça va être l'épargne salariale. Et puis, vous avez la rémunération socialisée en répartition. Et là, vous avez soit le j'ai cotisé, j'ai droit, le revenu différé de mes cotisations. Ça, c'est l'Agirc-Arrco et c'est les mutuelles en matière de santé. Les mutuelles, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. Hein. On est remboursé non pas en fonction de ses besoins, mais en fonction de ses cotisations et du menu qu'on a choisi. C'est un premier type de répartition. Et puis vous avez un deuxième type de répartition, qui est la répartition, non plus du revenu différé, mais du salaire continué. C'est les régimes de retraite, sauf l'Agirc-Arrco, d'accord, et les professions libérales, des dispositifs qui, là aussi, assurent le maintien du salaire, par exemple le chômage, d'accord, le maintien du salaire entre deux emplois. C'est les intermittents du spectacle, etc., etc. Et capitaliste, aussi bien la capitalisation que la répartition, j'ai cotisé, j'ai droit, qui ne fait jamais que mimer l'épargne, hein, puisque j'ai des droits à la mesure de l'accumulation de mes cotisations. C'est comme dans l'épargne, j'ai des droits à la mesure de l'accumulation de mon épargne. La répartition de type Agirc-Arrco, c'est un mime de la capitalisation. Est-ce que c'est capitaliste? Parce que ça dit que le travail est défini par les seuls capitalistes et que ne travaillent que ceux qui mettent en valeur du capital. Donc un retraité ne travaille pas, un chômeur ne travaille pas, une mère dans sa seconde journée ne travaille pas, les parents ne travaillent pas, etc., etc. Les fonctionnaires non plus d'ailleurs, ils dépensent, dépenses publiques, dépenses de santé, etc., etc. Et tous ceux qui ne mettent pas en valeur le capital ne travaillent pas. Et ils ont droit aux différés, s'agissant de la retraite ou du chômage, aux différés de leur cotisation, non pas au remplacement de leur salaire. Là, nous sommes dans un récit capitaliste du réel, de la mise au travail. Donc, ce n'est pas la capitalisation qui s'oppose à la répartition, c'est les dispositifs communistes de salaire lié à la personne aux dispositifs capitalistes de salaire lié à l'emploi. Il y a un petit jeu auquel la bourgeoisie adore nous faire jouer, pour nous montrer qu'on ne peut pas passer du panier au piano. Ça consiste à dire de plus en plus vite panier, piano. Allez. Panier, piano, 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 panier. Il y a un moment où c'est le bordel. On croit changer, mais c'est pareil. Alors nous allons montrer à la bourgeoisie que nous allons faire la révolution. On va faire panier, piano. Puis on va faire panier, piano. J'entends bien être maître du travail jusqu'à la mort. J'entends bien être au piano. Je me fous de ton panier de consolation. Je ne veux pas rester à poil sur le marché avec de la sécurisation des parcours professionnels. Je laisse ça à la CFDT. Panier, piano. Panier, allez-y, piano. Panier, piano. Vous voyez qu'on peut faire la révolution, mais pas tout le monde d'ailleurs. Il y en a qui s'en vont par. C'est des socialistes.
Je reviens à 2009, parce que la MGEN, institution mutualiste bien connue des enseignants, avait reniflé que j'allais prendre ma retraite. Envoie en juin 2009 la lettre que je vais vous lire. C'est la délégation départementale de Meurthe-et-Moselle, puisque à l'époque j'habite Nancy. Chers adhérents, la retraite est un temps très attendu, mais qui peut réserver de mauvaises surprises. À l'occasion de la Foire Exposition de Nancy, venez sur notre stand, vous y trouverez tous nos programmes de préparation à la retraite. Entre autres, comment constituer son dossier, quelle technique de maintien en bonne santé sans perte de mémoire, comment entretenir une riche vie sociale, quel statut pour les aidants familiaux, car souvent les retraités sont confrontés au grand âge de leurs parents. Vous trouverez aussi en annexe la liste des activités associatives dans la région de Nancy. Et notez la date de la prochaine rencontre de préparation à la retraite à Metz, qui sera consacrée aux habitats participatifs. Nous vous attendons. À bientôt. 0 d'avril 2018, page 11, un expert, c'est écrit dessus. Expert, c'est Olivier Deladoucette, psychiatre et gériatre attaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui nous dit que vieillir est un combat possiblement joyeux. Le travail, c'est la contrainte, alors que l'activité, c'est la liberté. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Voilà ma jambe gauche, ça c'est le travail concret, ce qu'on appelle souvent activité. Le travail concret, il s'exprime souvent par un diplôme. On a un diplôme qui atteste que l'on sait faire tel travail concret, qui désigne notre capacité à produire des valeurs d'usage, des choses qui ont une utilité sociale. Utilité sociale, ça ne veut pas dire que c'est bon. Vous pouvez faire du médiator, vous tuez du monde à tour de bras, mais c'est utile pour le capital de Servier, d'accord? Ça a une utilité sociale. Donc, le travail concret, c'est le travail en tant qu'il produit de la richesse, qu'il produit de l'utilité sociale. Jambe droite, c'est le travail quand on dit « je cherche du travail ». Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train d'avoir une activité concrète. Le travail abstrait. Le travail abstrait, ce n'est pas le travail en tant qu'il produit des valeurs d'usage, c'est le travail en tant qu'il produit de la valeur économique, reconnue par de la monnaie, reconnue par un salaire, reconnue par une rémunération, reconnue par du profit pour les détenteurs de capital. Quelqu'un qui dit « je ne travaille pas », ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de l'activité, qu'il n'a pas de travail concret. Ça veut dire que son travail concret n'est pas reconnu comme productif. Le travail, il a deux versants. Il est concret et il est abstrait. Dire « le travail, c'est la contrainte », c'est totalement... C'était être un dévot de la religion capitaliste. La religion, c'est ce qui naturalise la violence sociale, qui en fait quelque chose de normal. Et les meilleures religions sont celles qui n'invoquent pas Dieu. Parce qu'invoquer Dieu, ça peut être considéré comme un peu désuet. Une religion qui n'invoque pas Dieu, alors ça, c'est formidable. La religion capitaliste n'invoque pas Dieu, mais elle, en permanence, naturalise la violence sociale. Et en particulier, dire que le travail, c'est de la contrainte, c'est dire que c'est normal que nous ne décidions pas au travail. C'est normal. Ça fait partie du travail. Ah, si vous voulez décider, ah ben soyez dans l'activité si vous voulez décider. Soyez retraité, libéré du travail. Là, vous allez pouvoir décider, puis faire une fête, comme un con, en entrant en retraite. Le travail, il est à la fois concret, il produit de la richesse, il est abstrait, il produit de la valeur. Le PIB, c'est la somme des valeurs produites par le travail. La richesse nationale, c'est se mesure en nombre de, je sais pas quoi, milliers de kilomètres ou millions de kilomètres de voyageurs transportés, de millions de tonnes de kilos de patates produites, etc. Ce sont les réalités physiques ou abstraites, c'est le nombre de logiciels construits dans l'année, etc., etc. Tout ça, c'est
les richesses produites par le travail concret, qu'il ne faut pas confondre avec la valeur, le PIB. Le PIB ne mesure pas toute la richesse nationale, il mesure que la part de la richesse qui est considérée comme ayant valeur. Et qu'est-ce que c'est qu'une classe dirigeante? Une classe dirigeante, c'est celle qui décide de la valeur. C'est celle qui décide du travail, sans qualificatif. Je cherche du travail. Alors qu'est-ce que c'est qu'un retraité? Ben, un retraité, c'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de canne. Pourquoi? Parce que, oui, il est libre de ses activités. Enfin, je décide. Oui, mais il est cul de jatte. Il n'est pas productif. Il faut qu'il ait une canne. C'est pour ça qu'un retraité est vieux. C'est pour ça qu'il y a une industrie de la lutte contre le vieillissement qui nous enjoint d'avoir des activités pour lutter contre le vieillissement. On est libre de ces activités quand on est cul de jatte, la jambe gauche est à ce point libre. Ben non, on fait du soutien scolaire. Puisqu'on n'a plus de responsabilité en matière de système éducatif. Puisqu'on n'est pas productif. Ben on va poser des cataplasmes sur des jambes de bois. On fait de la distribution de repas pour les pauvres. Passer les 5 ou 6 premières années dans l'efflorescence de ce bénévolat, où on se marginalise, faute de responsabilité économique, notre univers se rétrécit. Et puis, en cause de ses petits-enfants, on fait encore du vélo quand même. On joue au Scrabble pour entretenir son capital cognitif. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune? Vous me voyez venir. Un futur retraité. Jeune, c'est une catégorie qui est apparue en 1977. Avant, il n'y avait pas de jeunes. Je trouvais des jeunes comme caractéristique biographique, bien sûr. Mais comme lorsque une caractéristique biographique devient une catégorie de l'action politique, c'est là que tout change. En 1977, c'est le plan Barre de soutien de l'emploi des jeunes. C'est là que le mot jeune apparaît pour la première fois comme catégorie de l'action publique. C'est au départ, dans le plan Barre, rappelez-vous, les 16-18 ans d'échec scolaire pour lesquels on crée les missions locales. Et puis vous allez avoir en 83 les TUC, les travaux d'utilité collective, les SIVP. Et puis Rocard va créer les contrats emploi solidarité. Dès que vous entendez le mot solidarité, il faut que ça fasse gling-gling, d'accord? Et il faut aussi décrasser le mot de sa signification capitaliste. Et puis vous avez la gauche plurielle qui arrive avec les emplois jeunes, dites emploi homosexuel. Qu'une telle infamie ait pu figurer au bilan présenté comme positif de ce gouvernement, ça interroge. Ça nous interroge. Les emplois jeunes, c'est Bac+2 au SMIC pendant 5 ans. On peut souscrire la veille de ses 30 ans un emploi jeune. C'est sous la gauche plurielle que la jeunesse passe de 18 à 35 ans. Ça va ? C'est long d'être jeune aujourd'hui. Et puis vous allez avoir d'autres infamies. Vous allez avoir les services civiques. On invoque le civisme pour ne pas payer les gens. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune? C'est quelqu'un qui a entre 18 et 35 ans et à qui le salaire à la qualification est refusé. Il a droit à des CDD de mission. Il a droit à de la rémunération à la tâche. Il est payé pour une mission qui a une durée déterminée. Je vous alerte sur la façon dont on construit la négation du droit au salaire. Parce que de 45 à 75, la statistique nous montre que le salaire à 25 ans augmente régulièrement. Une croissance du salaire d'embauche pendant 30 ans. Cette croissance du salaire d'embauche
explique ce qu'on appelle, de façon absolument fausse, l'ascenseur social. Il n'y a jamais eu d'ascenseur social en France, au sens que jamais plus de 5% des enfants ouvriers ne sont devenus cadres. Mais, dans la période de croissance du salaire d'embauche, compte tenu que la carrière ouvrière ou d'employé est relativement plate, quelqu'un qui entre sur le marché du travail, après ses études, ou à 25 ans, ou enfin, la statistique se porte sur le salaire à 25 ans, mais ça vaut aussi avant, a quasiment le même salaire que ses parents. Ça légitime l'institution scolaire, ça légitime une mise en couple 4 ans plus tôt en moyenne qu'aujourd'hui, ça légitime la naissance du premier enfant 4 ans plus tôt en moyenne qu'aujourd'hui, et puis ça légitime le fait qu'on n'a pas besoin d'aimer éperdument ses parents. Aujourd'hui, un jeune qui n'aime pas éperdument ses parents, voire ses grands-parents, il est dans la merde. Cette construction de la catégorie jeunesse s'opère de la même façon, à la même époque, que la construction de la catégorie vieillesse. Et à partir de ces années-là, qu'une lutte acharnée va être menée pour dire les retraités, c'est des vieux qui ont droit ou différé de leur cotisation. Quand en irresponsabilité économique, ils sont après le travail. Donc un temps avant le travail au sens travail abstrait, ça marche? Parce que les jeunes, ils ont des tas d'activités concrètes, bien sûr, tout comme les vieux. Il y a un temps avant le travail, avant que l'on soit payé à la qualification, avant que l'on entre dans le salariat de façon normale, tel qu'il a été conquis au cours du XXe siècle, et puis il y a un âge après. On est condamné à vieillir. Pourquoi est-ce que Arnaud ne vieillit pas? Pas simplement parce que les photos de lui dans Ghana sont trafiquées, mais parce qu'il est en responsabilité économique jusqu'à sa mort. Que jusqu'à sa mort, il va gérer son capital. Le capitalisme, encore une fois, n'est pas la forme dominante de notre mode de production sans que nous ayons une forme d'adhésion positive à ce qu'il représente. Pour causer comme Lordon, si vous voulez, le capitalisme ne s'adresse pas qu'à nos affects négatifs. La trouille de perdre son emploi, la peur de passer l'entretien annuel devant le N+1, le management punitif tel qu'on le connaît. Il n'y a pas que ça, sinon ça ne marche pas. Il repose aussi sur notre adhésion à des affects positifs. Oh, qu'est-ce que c'est bon d'être après le travail. Et accepter qu'il soit bon d'être après le travail, c'est accepter qu'il y a un temps légitime avant le travail. N'espérons pas lutter contre l'insertion, parce que c'est bien ça qu'il s'agit, l'invention de l'insertion. Avec pareil, de même qu'il y a une industrie de lutte contre le vieillissement, vous avez une industrie de l'insertion, d'accord, avec des tas de métiers de l'insertion. N'espérons pas en finir avec l'insertion, c'est-à-dire avec le déni de salaire à la qualification dans son objet. Les jeunes entre 18 et 35 ans, sauf exception bien sûr, si nous ne nous battons pas contre le déni dont sont les vieux à partir de 60 ans en termes de droit au salaire. C'est exactement la même chose. Et pourquoi est-ce que ça apparaît dans les années 70 ? C'est le moment où la bataille féministe a rendu illégitime l'invocation du genre pour être exclu du travail. Le genre est toujours utilisé pour exclure du travail. Les femmes sortent de l'école plus certifiées que les hommes, elles ont plus de diplômes, et pourtant elles ont un emploi moins qualifié. Donc le genre est bien un élément de discrimination au travail. Mais il n'est pas légitime. En permanence, vous avez des discours sur la nécessaire égalité, etc., etc., etc. C'est pas légitime d'invoquer le genre pour exclure du travail. Et bien la classe dirigeante a trouvé une autre caractéristique biographique légitime pour exclure du travail, l'âge. Et tout retraité qui se réjouit d'être exclu du travail en disant « Ah, mais mes activités sont libres », adhère à la religion capitaliste. La lutte contre l'insertion suppose une lutte acharnée contre l'exclusion du travail
à laquelle nous identifions la retraite, alors que les communistes ont construit la retraite, non pas comme la fin du travail, mais comme la fin du marché du travail, pour être reconnu comme travailleur, c'est le moment, la retraite, c'est le moment où nous n'avons plus besoin de quémander à un employeur le fait d'être reconnu comme travailleur. Nous sommes titulaires de notre salaire. C'est pour ça qu'il y a un tel acharnement de la construction depuis le livre blanc de Rocard en 91, c'est là que tout se construit intellectuellement, ce qui va être ensuite repris par la CFDT, il y a un tel acharnement à construire comme légitime le « j'ai cotisé, j'ai droit ». Et c'est pourquoi nous sommes prêts à faire des manifs en disant « la retraite, c'est pas de la charité, les retraités ont cotisé ». C'est-à-dire, nous sommes là dans la religion du capital. C'est la procession des rogations. Vous voyez, je milite pour une laïcité qui ne sera pas récupérable, la séparation de l'État et de l'Église capitaliste. Bravo. Bravo. De mon écriture de fils d'instituteur, j'ai donc écrit « Une vie libérée du travail abstrait est une vie amputée. » La valeur anthropologique du travail, ce n'est pas seulement que ce que nous faisons est utile. Sinon, il n'y aurait pas eu de féminisme. Le féminisme, c'est justement le refus d'être exalté pour notre utilité sociale, la revendication d'avoir une jambe droite, la revendication d'être reconnu comme producteur. Donc, une vie libérée du travail abstrait, c'est comme ça qu'on représente la retraite, hein, ma lettre fictive de remerciement. Hein. Et vous voyez du coup ce que c'est le communisme. Le communisme, tel que Marx et Engels le définissent dans l'idéologie allemande. Le communisme, disent-ils, ça n'est pas un projet, ça n'est pas une visée, ça n'est pas un idéal. Le communisme, c'est le mouvement réel de sortie de l'état des choses. Le communisme, ça s'observe concrètement. Et Marx est un penseur de la contradiction, ce n'est pas un penseur de la domination. Il ne dit pas que le capitalisme, c'est un système qui génère des victimes. Et notre boulot serait d'être solidaire de victimes. Si nous sommes solidaires de victimes, c'est que nous avons renoncé à être révolutionnaires. La solidarité communiste, c'est le fait de se serrer les coudes pour devenir souverain sur le travail, pour ôter à la bourgeoisie son monopole sur le travail, pour construire des institutions du travail abstrait qui libèrent notre travail concret réellement et qui fassent que nous sommes souverains sur l'investissement, sur la production, sur la constitution des collectifs de travail. Nous sommes à la fois auto-organisés dans le travail concret et souverains sur le travail abstrait. Ça suppose évidemment une expropriation de la bourgeoisie capitaliste, une expropriation aussi bien politique qu'économique de son monopole sur la valeur. C'est ça l'enjeu du communisme. Et le communisme, il est déjà là, dans tous les pays capitalistes, sous des formes différentes. En France, il est là par le statut de la fonction publique, le régime général, le statut des électriciens et gaziers, bref, tout ce que la classe dirigeante exècre et a entrepris d'éradiquer. Et c'est cela qu'il s'agit de non pas de défendre, si on défend c'est foutu, mais de généraliser, si nous voulons être à la hauteur des communistes qui, dans le passé, ont construit tout ça. Si vous dites ça, vous vous exposez, c'est en tout cas mon cas, à recevoir des mails de ce type. Bonjour Monsieur Friot, j'étais au débat que vous animiez à Poitiers vendredi dernier, vous étiez très entouré à la sortie, j'étais pressé, et j'ai juste pris le temps de vous demander votre adresse, car si je vous ai bien compris, vous voulez que tout le monde travaille jusqu'au bout, c'est la suppression de la retraite en quelque sorte. Beaucoup comme moi n'ont aucune envie de continuer.
Ils veulent rompre avec leur vie de travail pour faire autre chose, avoir des activités librement choisies dans des tas de domaines autres que leur travail passé. Mais pourquoi attendre la retraite pour rompre? Rompre, changer de travail en fonction des moments, être présent auprès des enfants de moins de 3 ans, auprès des ados entre 12 et 15 ans. Dieu sait si les parents sont défaillants complètement à ce moment-là. Ça a des effets sociaux tout à fait considérables. Et la présence des parents auprès des enfants très jeunes ou adolescents suppose qu'ils aient un salaire lié à leur personne, hein, évidemment. Qu'ils ne soient pas sous la coupe du marché, du travail ou des biens et services pour être connus comme producteurs. Il faut sortir de la préhistoire. Entrer dans l'histoire, devenir communiste. Là encore, petite phrase à la con, d'accord? Je voudrais que vous commentiez. La sécurité sociale, c'est la solidarité des bien portants avec les malades, des actifs avec les inactifs, de ceux qui ont un emploi avec ceux qui sont avec les chômeurs. La question c'est, est-ce que les retraités travaillent? Est-ce que les chômeurs travaillent? Etc., etc. Au sens de produire de la valeur économique. Hein? Pas simplement au sens de l'activité. Au sens de produire de la valeur économique. C'est la question de passer de la solidarité capitaliste à la solidarité communiste. La solidarité capitaliste consiste à dire ceci. Il y a des moments avant le travail, il y a des moments où pendant le travail, on est hors travail, c'est le chômage, et il y a des moments après le travail. Et nous allons être solidaires en mettant au pot commun une partie des ressources produites pour que ceux qui sont hors emploi bénéficient. C'est pas de la charité. La solidarité capitaliste, elle est construite au XIXe siècle contre la charité de l'Église. Dieu sait si les capitalistes sont anticléricaux, globalement. Et dans les règles de la République bourgeoise, il y a l'éducation à la solidarité, comme obligation de l'État à l'époque. Lisez Thiers. Thiers est un des très grands pensions de la solidarité. La solidarité capitaliste, c'est nous mettons au pot commun, par de l'impôt ou par de la cotisation, pour être sûr d'avoir des ressources quand nous sommes hors travail. Les temps de hors travail sont naturels. Il s'agit d'en finir avec l'insécurité des ressources dans le hors travail par des assurances sociales. Mais ça pourrait être l'impôt. Un citoyen, dans une logique de la bourgeoisie capitaliste, c'est quelqu'un qui paye des impôts. C'est-à-dire quelqu'un qui prend une partie de ses ressources pour les mettre au pot commun afin d'assurer du non-marchand pour tous ceux qui ne peuvent pas trouver sur le marché de quoi satisfaire leurs besoins, en particulier. La solidarité capitaliste est au cœur de la démocratie bourgeoise, dont le fondement de la citoyenneté, c'est l'impôt. Ça, c'est essentiel au capitalisme. Et être citoyen, c'est donc mettre au pot commun. La solidarité communiste, c'est tout à fait autre chose. La solidarité communiste et la citoyenneté communiste, c'est, encore une fois, de nous serrer les coudes, parce que nous sommes, dans ce cas-là, obligatoirement dans un affrontement à la bourgeoisie capitaliste, de nous serrer les coudes pour devenir nous-mêmes responsables de la production de valeur. Et ne plus jamais répondre « je fais mon travail ». Ne plus jamais accepter de conquérir des droits sur sa main droite en étant indifférent à ce que fait notre jambe gauche. D'ailleurs, on n'est pas indifférent à ce que fait notre jambe gauche, puisqu'on souffre au travail.
c'est bien qu'on n'est pas d'accord avec la merde qu'on nous fait faire. Mais plutôt que de conquérir le remède contre la souffrance, c'est-à-dire devenir décideur au travail, nous organisons la gestion de la souffrance au travail. Ou alors, à défaut de conquérir la souveraineté sur le travail, nous luttons pour ne plus avoir à travailler, pour être amputé de la jambe droite. Je suis citoyen parce que je suis en responsabilité de la production de la valeur. Je suis co-décisionnaire de l'investissement, co-décisionnaire de la façon dont cela va être produit, co-décisionnaire de ce qui ne sera pas produit, de ce qui sera produit. Là, c'est une sacrée bataille. Et quand on y a renoncé, on se console en étant solidaire de victimes, en leur faisant une violence sociale inouïe. Quand vous regardez les tracts de la CGT ou du Parti communiste des années 50, vous ne voyez jamais le mot pauvreté, jamais le mot lutte contre la pauvreté. Ils laissent ça à la droite, ils laissent ça à la bourgeoisie. Nous sommes les seuls producteurs de la valeur, on n'est pas pauvres. Mes chers collègues, maintenant, surtout chez les économistes atterrés, qu'est-ce qu'ils font, les retraités dont Bernard Friot dit qu'ils travaillent? Quand j'écris ce compte-rendu de Vaincre Macron, un compte-rendu très fielleux, au passage, admettons que je travaille. Mais quand j'écoute en boucle Les chaussettes noires, ce qui dit d'ailleurs l'âge du contributeur, est-ce que je travaille? Sans compter tous les retraités dont la santé est dégradée, ils travaillent, les gravataires? Ou alors Bernard Friot conditionne la perception de la pension à l'exercice d'un travail et envisage, sans nous le dire, de la supprimer aux retraités ayant perdu leur autonomie. La retraite est un droit lié aux cotisations passées et à la solidarité intergénérationnelle, la fonder sur un droit politique au salaire et sur un prétendu travail des retraités est inutile et dangereux. Apparemment intelligente, mais en fait totalement aliénée. Qu'est-ce qu'ils font, les retraités dont Friot dit qu'ils travaillent? Usul, qui a fait donc une vidéo sur le salaire à vie, c'est extrêmement bien faite, à un moment tout à fait intéressant qui se joue en 3 actes. Le premier acte, un mec tond son gazon. Tond son gazon chez lui le samedi. Est-ce qu'il travaille? Bon, il est actif. Est-ce que son activité est utile? Ça dépend si on est ou pas pour la permaculture. Et est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il produit de la valeur? Ben non, il tond son gazon. L'activité pour lui-même. Deuxième acte. Un fonctionnaire territorial, agent municipal, tond le gazon de la commune. Est-ce qu'il travaille? Ah ben non, non seulement il ne produit rien, mais il dépense. Dépense publique. Troisième acte. La municipalité de droite, mais ça arrive aussi à gauche, a fait ce qu'on appelle une concession de service public. On entend que le mot service public, mais ça veut dire qu'elle a privatisé, d'accord? Il faut traduire. Hein. C'est comme les plans de sauvegarde de l'emploi, c'est du licenciement. Hein, elle a concédé le service public à Veolia. Et un employé de Veolia tond le gazon de la mairie. Évidemment, il travaille. Vous voyez, avec la même activité, qu'est-ce qu'ils font, les retraités dont Friot dit qu'ils travaillent? Avec la même activité. Dans le premier cas, on ne fait rien. Dans le deuxième cas, on fait moins que rien. Et dans le troisième cas, on travaille. En aucun cas, ce n'est la nature de ce que je fais qui décide si c'est du travail ou pas. En aucun cas, ce n'est le caractère concret de ma jambe gauche qui décide si j'ai une jambe droite ou pas. Ce qui décide qu'une activité, jambe gauche, et du travail, c'est-à-dire qu'elle produit non seulement de la valeur d'usage, de la richesse, mais aussi de la valeur économique, c'est la lutte de classe. Le fondement du travail est exclusivement politique. Pour faire comprendre cette proposition, qui peut paraître abstraite,
Je vais faire une métaphore qui ne renvoie pas à la lutte de classe telle que nous la connaissons entre une classe dirigeante et une classe révolutionnaire en train de ôter le monopole du travail à la classe dirigeante. Je vais parler de la domination masculine. La domination masculine s'exprime entre autres par le fait que les hommes déclarent travail, ce qu'ils font, et non-travail, ce que font les femmes. Que dans la définition du travail, il y a toujours du pouvoir. Il y a toujours de la violence sociale. La question, c'est comment nous changeons le travail. Comment nous changeons les institutions de la jambe droite. Comment nous prenons la maîtrise de l'investissement, etc. Voilà ce que j'écris dans Le travail en jeu des retraites. C'est sur un autre ton, donc plus soutenu. La vieillesse est une catégorie d'analyse qui renvoie à l'extériorité du travail aux personnes dans le capitalisme. On doit s'insérer dans le travail comme jeune. On peut le perdre comme chômeur, ou en être libéré comme retraité. En effet, dans le capitalisme, le travail, c'est-à-dire la partie de l'activité réputée productive, est le monopole des détenteurs des moyens de production qui définissent, hors de toute démocratie, qui travaille ou pourquoi faire. Une telle dictature sur l'essentiel de nos existences suppose que les personnes intériorisent comme normal qu'il y ait des temps sans travail, comme jeune avant le travail, chômeur pendant le travail, ou retraité après le travail. La forme la plus perverse de cette étrangeté des personnes au travail étant la retraite, puisque les retraités définitivement exclus du travail sont invités à se réjouir de cette amputation. Définitivement amputés de toute responsabilité économique, les retraités sont condamnés au vieillissement que génère la marginalisation dans les activités marginales du bénévolat. Naît alors, autour des mutuelles, des associations et des entreprises qui vivent de la violence ainsi faite par le capitalisme aux personnes âgées, tout un secteur économique de lutte contre le vieillissement, aussi cynique qu'illusoire, avec injonction à la multiplication pathétique d'activités censées maintenir la bonne santé physique et mentale à la place de l'essentiel absent, le travail. Contre ce déni, le capitalisme en train de se construire a commencé à instituer un droit politique au salaire. Les fonctionnaires, les salariés à statut ont un salaire à la qualification personnelle. C'est leur personne qui est qualifiée, pas leur emploi. Sur ce modèle, les 3/4 des pensions sont depuis 1946 calculées comme la poursuite du salaire et non pas comme la contrepartie de cotisations passées. Un tel droit au salaire déconnecté de l'emploi commence ainsi à définir des personnes reconnues comme productives en tant que personnes et non pas parce qu'elles ont un emploi. La retraite avec droit à la poursuite de son salaire libère non pas du travail, mais du marché du travail. D'où l'enjeu pour la classe dirigeante d'en finir avec le droit au salaire pour les retraités et de construire la pension de retraite non plus comme la poursuite du meilleur salaire, mais comme la contrepartie des cotisations de carrière. La lutte contre le « j'ai cotisé, j'ai droit » est donc une dimension décisive de la mise en échec du projet de retraite par compte à points. Elle relève de la même libération qu'un droit au salaire pour les jeunes a institué comme enrichissement de la citoyenneté, de 18 ans à sa mort, chacun doit avoir une qualification personnelle, progressant par épreuve de qualification qui le fasse titulaire de son salaire. 18 ans, tout le monde est le premier niveau de qualification. Et les 1700 € qui vont avec, puisque par revendication syndicale, c'est le SMIC à 1700 €. Et que ce soit un droit, à 18 ans, donc nous enrichissons la citoyenneté. La citoyenneté, c'est une responsabilité. La responsabilité collective sur la production, qui est la condition pour qu'on sorte la production de la folie écologique dans laquelle elle est engagée. Il n'y a pas d'autre solution que
nous engagions un autre mode de production et que ça s'exprime dans un droit nouveau, que cette responsabilité d'être codécideur dans les entreprises, dans les caisses d'investissement, enfin partout où se décide la production de valeur, que cette responsabilité s'exprime dans 2 droits à 18 ans qui enrichissent la citoyenneté, le droit à la qualification, avec l'attribution, quel que soit le passé scolaire, quel que soit le handicap, du premier niveau de qualification à tout le monde à 18 ans, et à vie les 1700 € qui correspondent. Et puis un deuxième droit, le droit de délibérer dans les entreprises, parce que l'on est copropriétaire d'usage de tous les outils de travail que l'on aura entre les mains. Voilà les 2 droits dont il faut enrichir les personnes. Les droits économiques qui doivent devenir des droits politiques. Nous sommes déjà assez avancés dans ce sens. Est-ce que vous savez que pratiquement le tiers des plus de 18 ans ont un salaire, peu ou prou un salaire à la qualification personnelle? Vous avez les fonctionnaires, dont c'est le grade et non pas le poste qui est le support, donc c'est bien leur personne qui est le support de la qualification et donc du salaire. 5 millions. 500 000 quand Thorez fait la loi de 46, pardon. 5 millions aujourd'hui. Quand on dit que tout fout le camp, on est passé de 500 000 à 5 millions, tout fout pas le camp. Il y a un peuple mobilisé ou démobilisé, c'est tout. À ces 5 millions de fonctionnaires s'ajoute, c'est pas tous les services publics, parce qu'il y a 1 million de contractuels dans les services publics, pareil, ou de CDI. Vous avez la moitié des retraités qui touchent une pension qui est supérieure au SMIC et qui est proche à 80, 90, voire 100% de leur salaire d'activité. Ça fait 7 millions de personnes, surtout des hommes. Il reste des salariés à statut à la SNCF, à EDF, à France Télécom, etc. Vous avez également les salariés de branches dans lesquelles le syndicalisme a été assez puissant pour conquérir ce qu'on appelle le droit à carrière. Dans la banque, dans la métallurgie, dans la chimie, quand vous changez de poste, c'est bien le poste qui est qualifié, c'est pour ça qu'il y a du chômage dans ces branches, évidemment, puisque c'est le poste qui est qualifié. Mais quand vous changez de poste, c'est pour un poste au moins aussi qualifié. Vous ne pouvez pas aller sur un poste moins qualifié. Quand vous changez d'entreprise dans la branche, si vous quittez la branche, c'est foutu, évidemment. Et si vous changez d'entreprise dans la branche, l'entreprise nouvelle vous embauche au moins au niveau de qualification du poste que vous aviez en entreprise précédente. C'est-à-dire que la qualification reste celle du poste, mais indirectement, elle est celle des personnes. Quand on additionne tout cela, on arrive à 17 millions de plus de 18 ans qui ont un salaire à la qualification personnelle. Petit slogan de manif, s'il vous plaît, pour vous réveiller un peu. Le travail, c'est la vie. Le salaire, c'est à vie. Le travail, c'est la vie. Le salaire, c'est à vie. Vous voyez, quelle va être du coup la réponse à Macron? L'âge crucial, disons, sur le marché du travail, c'est 50 ans. C'est un âge où on a fait le tour, on est en pleine possession de ses moyens, on a une expérience professionnelle de plus de 20 ans, et on est exaspéré de ne pas pouvoir l'exercer. Ou alors on s'ennuie, on s'emmerde. Mais on ne peut pas quitter, puisque sinon on perd son panier, parce qu'on est à poil. La retraite, ça doit être à 50 ans. 50 ans, tout le monde va se trouver libéré de l'obligation de quémander sa reconnaissance comme producteur sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services. À 50 ans, chacun va devenir titulaire d'un salaire qui, la CGT revendique le doublement du salaire au cours de la vie active, ce qui me paraît pas mal, et donc ça veut dire que à 50 ans, on doit avoir le salaire moyen. Le salaire moyen aujourd'hui, c'est 2300 € net. Ça veut donc dire que nous allons faire voter une loi en 2020 qui attribue à tous les cinquantenaires, à tous ceux qui arrivent à 50 ans, 2300 € pour tous ceux qui ont moins de 2300 € comme attribut personnel, qu'ils vont pouvoir faire progresser jusqu'à 5000 € par des épreuves de qualification qu'ils passeront quand ils voudront, jusqu'à leur mort.
Ceux qui ont un salaire supérieur à 5 000 euros à 50 ans, il sera ramené à 5 000 euros. Et nous entrerons là, donc, pour la deuxième partie de la vie, je dirais, dans un rapport de 1 à 2 en matière de salaire. Qu'est-ce que ces retraités vont avoir comme responsabilité? Puisque tout droit nouveau génère des responsabilités nouvelles. De deux choses l'une, ou bien ils s'emmerdent là où ils sont. Ils aspirent à faire autre chose. Où ils vont aller? Ils ne vont pas aller dans une boîte capitaliste comme des cons pour offrir leurs services sans avoir besoin d'être payés, puisque c'est la caisse qui les paye. Ils vont aller dans toutes les entreprises alternatives que des jeunes dissidents aujourd'hui créent. Parce qu'il y a un phénomène sociologique nouveau qui affecte pour les plus âgés d'entre nous certains de nos enfants. Ils sont décidés à ne pas produire de merde pour le capital. Ils ne veulent pas avoir à répondre « nous faisons notre travail ». À n'avoir jamais à répondre cette réponse de merde. Parce qu'ils entendent bien ne faire comme travail que ce qui correspond à ce qui a du sens, que ce qui correspond à leur déontologie, parce qu'ils ne veulent pas être en contradiction entre leur jambe droite et leur jambe gauche. Sauf qu'ils sont menacés de marginalité ou de récupération. Parce que les initiatives alternatives qu'ils créent sont fragiles en termes de nouvelles énergies, création de logiciels, nouvelles formes de production agricole, de production alimentaire, etc. Tout ça fleurit. Vous avez des centaines de milliers d'alternatives, d'entreprises alternatives, dans lesquelles il y a une réelle maîtrise de la jambe gauche, mais pas de maîtrise de la jambe droite. Et donc il y a une menace de marginalité ou de récupération, parce que dès que le business model est trouvé, pouf, vous avez un troll genre Xavier Niel qui rachète, d'accord? Prenez La Ruche qui dit oui. Ben, dès qu'on voit que c'est genre, oh, Xavier Niel rachète, d'accord? C'est foutu. Le logiciel libre, il est totalement récupéré par le logiciel propriétaire. Le risque même, c'est que toutes ces entreprises alternatives dans lesquelles des jeunes sont très peu payés, d'accord, pour faire un boulot qu'ils maîtrisent concrètement, c'est qu'ils bossent gratuitement pour le capital. Et que même si leur boîte n'est pas récupérée, leur boulot est récupéré. Je pense au logiciel libre, par exemple, un boulot est récupéré par le logiciel propriétaire. Vous voyez, on ne peut pas être vraiment libre de sa jambe gauche si on n'est pas non plus souverain sur sa jambe droite. Et pour ça, il faut des institutions macro. Et ça, les communistes ont su le construire dans notre pays. Si les retraités de plus de 50 ans, titulaires de leur salaire, n'ayant pas à être payés par ces boîtes, puisque c'est la caisse qui les paye, viennent dans ces boîtes pour augmenter la valeur ajoutée de ces entreprises, mais ils vont les sortir de la marginalité. Ils vont leur offrir toute leur capacité et ils vont augmenter le chiffre d'affaires et donc la valeur ajoutée. Les entreprises cotiseront évidemment de manière supplémentaire, du coup, puisque la cotisation sera sur la valeur ajoutée, c'est très important qu'elle passe de la masse salariale à la valeur ajoutée comme assiette, et du coup, la caisse des retraites sera abondée aussi par toute cette partie de la valeur ajoutée qui lui retournera. Vous voyez comment nous pouvons confier aux retraités une mission impérative, incomparativement plus intéressante, et cela jusqu'à leur mort. Non pas qu'ils vont rester dans la même boîte jusqu'à leur mort, ils vont bouger, évidemment, puisqu'ils seront titulaires de leur salaire, que d'être condamnés à la marginalité du bénévolat. Deuxième cas de figure, ces plus de 50 ans, finalement, ne souhaitent pas quitter, je ne sais pas quoi, la chambre d'agriculture dans laquelle ils sont. Et là, ils vont avoir la responsabilité, en tant que salariés protégés, soit je crois qu'il faut qu'on adopte également, fasse adopter une loi qui fasse de ces salariés de plus de 50 ans des salariés comme protégés, comme le sont les délégués syndicaux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être licenciés, parce qu'ils vont affronter les directions, ils vont être chargés d'auto-organiser les travailleurs contre la direction. L'avenir du retraité, ça n'est pas le bénévolat. Je conclus par un petit apologue. Conversation en 2025 entre une nouvelle retraitée de la Chambre d'agriculture et un artisan boulanger. Alors ça y est, tu as 50 ans et tu deviens titulaire à vie de ton salaire. Fini la peur de ne pas réussir tes objectifs.
Fini l'angoisse de l'entretien annuel avec le N+1. Reynard. Ouf, oui. Et en plus, comme je gagnais 2100 € par mois net, je suis en retraite avec 200 € de plus par mois, puisque le salaire moyen de cette année est de 2300 € net. Tu sais que la loi de 2020, de réforme des retraites, dispose que chacun devient titulaire de son salaire à 50 ans et que celui-ci est porté au salaire moyen s'il est inférieur. Et puis, comme tous les retraités, j'ai une nouvelle responsabilité qui m'enthousiasme. Ah bon? J'ai toujours entendu ma mère dire vivement que je sois en retraite pour faire ce que je veux. Son objectif n'était pas du tout d'avoir une responsabilité nouvelle dans la production, au contraire. Oui, c'était le temps dépassé depuis 2020 où on attendait la retraite pour devenir bénévole. Les syndicats avaient surtout comme objectif de réduire le temps de travail. Heureusement qu'ils ont changé de braquet et qu'on se mobilise aujourd'hui, non plus pour fuir le travail productif, mais pour en prendre la direction, nous. C'est nous qui produisons, c'est nous qui décidons. Alors c'est quoi ta responsabilité? Les collègues de la Chambre en ont assez de faire le tour des agriculteurs pour les encourager à répandre des produits qui détruisent le sol, mais ils obéissent à une direction complètement acquise aux directives européennes et au lobbying de Bayer. Tu sais combien j'y suis hostile? Par exemple, je suis formé à la permaculture. Oui, et j'ai remarqué que chez toi, on ne trouve aucun détergent du commerce, tu fais toi-même tes lessives et tes produits de beauté. Oui, et mon grand bonheur est que je vais enfin pouvoir être cohérent en faisant la même chose, pas seulement dans ma salle de bain, mais sur mon lieu de travail. Avec 3 autres cinquantenaires qui viennent d'entrer en retraite, nous avons là de la bouteille et nous sommes chargés d'organiser, hors de toute logique d'agro-business, les activités de conseil aux agriculteurs. Mon bureau est devenu une vraie ruche et c'est un plaisir de voir combien des collègues blasés ont retrouvé leur dynamique. Mais tu vas être viré. On ne peut pas organiser le travail contre la direction, contre la DRH, impunément. Si, car la loi de 2020 sur la retraite à 50 ans fait des retraités des salariés protégés. Comme les délégués syndicaux, ils ne peuvent pas être licenciés si facilement que ça. Je te le répète, nous avons complètement changé de braquet et nous voulons conquérir le pouvoir effectif sur notre travail concret. Ça passe forcément par un conflit frontal avec la direction. Et donc par les outils efficaces au service de cette confrontation, salaire à vie, protection contre le licenciement. La responsabilité nouvelle des retraités, c'est l'auto-organisation des travailleurs. Ah oui, j'ai discuté avec mon voisin dont la femme, qui travaille au lycée, vient d'avoir 50 ans. À ce que j'ai compris, elle aura la charge, avec une trentaine d'autres retraités au plan national, d'organiser le refus du nouveau programme de SES qu'avait imposé Blanquer en 2019 et de promouvoir un programme élaboré par les professeurs. Cela dit, je comprends que tu t'enthousiasmes de cette nouvelle responsabilité, mais il y aura bien un moment où tu vas être vraiment en retraite, où tu t'arrêteras. Je ne comprends pas ce que tu entends par s'arrêter. Ne plus travailler. Excuse-moi, mais tu dates. La loi de 2020 a enfin généralisé le conquis de 1946. La retraite nous libère du marché du travail, pas du travail. Mon salaire qui était lié à mon poste, c'est maintenant moi qui en suis titulaire, propriétaire. Et c'est parce que je n'ai plus besoin de quémander mon salaire à la Chambre d'agriculture que j'ai la responsabilité, avec les autres retraités, d'y organiser, contre le management, la libération de mon travail et celui des collègues. Je t'ai parlé du travail de conseil aux agriculteurs, mais une autre nouvelle retraitée vient d'entrer dans un collectif de travail national chargé de la mise en place de logiciels conçus par les travailleurs eux-mêmes et non pas imposés par les directions pour corseter leur travail, un peu comme la femme de ton voisin. À la Chambre d'agriculture jusqu'à ta mort. Au travail jusqu'à la mort, c'est sûr. Je ne veux pas devenir vieille en étant exclu du travail productif. Je veux mourir sans âge. Mais il n'y a pas de raison, a priori, que je reste à la Chambre. J'y reste pour le moment, car le travail que je vais faire me plaît. Mais puisque je suis désormais titulaire de ma qualification et donc de mon salaire,
J'aurais pu faire comme une amie, Marianne, et qui n'en pouvait plus de faire de la pub de merde, comme elle disait, dans son agence. Elle a profité de sa retraite pour déguerpir et aller bosser pour la com de la coopérative Autre-Lait que des copains et des copines de son fils ont créé pour se sortir du carcan de Lactalis, tout en développant des laits végétaux. Mais ils ne peuvent pas la payer. Ils n'ont pas à la payer. C'est la caisse de retraite qui la paye. Alors toi aussi, tu n'es plus payé par la Chambre d'agriculture? Non. Et d'ailleurs, comment veux-tu qu'une entreprise assure le salaire à vie de ses salariés? C'est impossible. Même les plus grandes ne peuvent pas. Les entreprises cotisent au prorata de leur valeur ajoutée. Tu sais que la loi de 2020 a changé l'assiette des cotisations. Ce n'est plus la masse salariale, mais la valeur ajoutée. Et c'est la caisse des retraites qui paye les retraites. Marianne va augmenter la valeur ajoutée d'Autre-Lait, et donc la cotisation d'Autre-Lait à la caisse des retraites va augmenter. Même chose pour moi et tous mes collègues retraités par la Chambre d'agriculture. Ça a d'ailleurs l'intérêt de tester à grande échelle, pour tous les plus de 50 ans, la socialisation complète du salaire, qu'on pourra ensuite étendre à tous les plus de 18 ans, afin de généraliser le droit politique au salaire. Bon, je vais y réfléchir. C'est un peu le tournis dans ma tête, mais en tout cas, merci pour cette conversation qui me donne de la pêche. Travail, c'est la vie, le salaire, c'est la vie. Encore une fois. Travail, c'est la vie, le salaire, c'est la vie. Travail, c'est la vie, le salaire, c'est la vie. Travail, c'est la vie, le salaire, c'est la vie.